Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Vous pouvez partager ce podcast, liker sur les réseaux sociaux, mettre une revue sur iTunes afin de le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook ou Twitter. Productivio est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire, c'est possible à partir d'€1 par mois. Je vous en remercie par avance. Il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du syndrome de l'imposteur et même que vous en souffriez parfois, surtout si vous êtes une femme. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? C'est un malaise, un doute que l'on ressent parfois, qui nous donne le sentiment de ne pas être à notre place, de faire des choses pour lesquelles nous ne nous sentons pas suffisamment qualifiés et que d'autres feraient certainement mieux que nous. Cela peut être tellement puissant que cela nous paralyse totalement dans nos actions. C'est particulièrement présent dans le monde professionnel. On s'en demande, mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que mon collègue Dupont ne serait pas plus apte que moi à le faire ? Dans les cas extrêmes, nous pouvons même avoir le sentiment de vivre frauduleusement, comme si tout n'était qu'une mascarade et qu'un jour quelqu'un allait nous prendre en défaut et découvrir la vérité. Même s'il y a dans le monde professionnel de véritables escrocs qui n'ont vraiment rien à faire là et qui font semblant, et qui, en passant, eux, ne souffrent généralement pas de ce malaise est dans la tête. C'est notre petit singe, sur notre épaule, qui nous raconte des histoires qui ne sont que des histoires. J'ai personnellement souffert de ce syndrome à multiples reprises et je vais vous donner quelques exemples. La toute première fois que cela s'est produit, j'étais en tout début de carrière. À cette époque, il y avait très peu de femmes dans mon secteur d'activité et encore moins de femmes très jeunes. J'avais 24 ou 25 ans, j'avais déjà de lourdes responsabilités professionnelles. J'accompagnais mon patron, fondateur de l'entreprise, en visite chez des clients et nous étions à un dîner dans un restaurant ultra chic. Et c'était la première fois que je rentrais dans un établissement d'un tel standing. Alors moi, issue d'un milieu très modeste, je me suis sentie très impressionnée à voir toutes les femmes sur leurs 31 et moi, même si j'étais correctement habillée, mais avec simplicité et surtout pas le même budget. Lors de ce dîner, plusieurs PDG, clients ou prospects de mon entreprise nous rejoignaient. Des messieurs proches de la soixantaine, professionnels aguerris. Les discussions allaient bon train, mais en ce qui me concernait, j'avais du mal à participer aux conversations. Tant que nous étions sur un certain terrain 100% professionnel, ça allait, mais rapidement, les discussions dérivèrent sur les vacances aux Maldives de l'un, la croisière sur un yacht privé de l'autre, et j'en passe. Et forcément, on me questionnait aussi sur mes voyages, très limités et très bon marché à cette époque-là. Est-ce que je jouais au golf, etc. Et là, c'est devenu horriblement inconfortable. Je ne me sentais pas du tout à ma place, pas dans mon milieu, avec aucun repère familier. Ce dîner fut un véritable cauchemar pour moi. Je n'avais qu'une envie, c'était de regagner ma chambre au plus vite. Un autre exemple, quelque temps plus tard, toujours dans la même entreprise. J'avais créé de toutes pièces un département entier qui grossissait, et là je venais de décrocher un énorme contrat qui nécessitait des investissements très très importants pour la petite société dans laquelle j'étais. Et là une sorte de panique m'a pris. Je me suis mise à cogiter en doutant des calculs que j'avais faits, alors que je faisais régulièrement les mêmes, mais sur des budgets moins importants. Je me disais que je m'étais peut-être trompée quelque part, que si j'avais fait des erreurs, cela aurait des répercussions catastrophiques sur mon service, mais aussi sur toute l'entreprise, et pourrait même causer notre perte. Il m'a fallu plusieurs jours avant de me calmer et de faire taire cette petite voix. Au final, tout s'est très bien passé, et du coup j'ai pu signer d'autres contrats, et de bien plus gros, et je continue à le faire sans que mon petit singe se manifeste. Ou plutôt, dès qu'il dit un mot, je lui cloue le bec. Comment je fais ? Je me remémore des situations similaires où tout s'est très bien passé et je me dis, tu as réussi à ce moment-là, ne doute pas. Tu as fait ce qu'il fallait avec le même sérieux que d'habitude et il n'y a aucune raison que cette fois cela se passe mal. Et hop, le petit singe remballe sa boîte à histoires. Le syndrome de l'imposteur a tendance à se manifester lorsque nous sortons de notre zone de confort. Par exemple, lorsque l'on se voit confier un projet très important et même si on a bataillé dur pour l'obtenir, ou bien lorsqu'on est en transition vers un nouveau poste par exemple, ou pour les plus jeunes au moment d'entrer dans la vie active. Belinda Cannon le souligne dans un essai intitulé « Le sentiment d'imposture », publié chez Kalman Levy. Elle dit « Pour se sentir imposteur, il faut être dans la place.
le sentiment d'imposture ne vient qu'à ceux qui réussissent. Alors oui, si nous sommes sortis de notre zone de confort, cela veut dire que l'on avance en terrain partiellement inconnu. Donc on n'a pas encore l'expérience de toute cette nouveauté. Mais ce que l'on sait, ce que l'on a acquis est toujours là. Et cela montre aussi que nous avons le souci de bien faire. Attention toutefois au perfectionnisme, grand responsable du syndrome de l'imposteur. Et cela veut dire que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos clients, notre patron, nos employés, etc. Mais réfléchissons un peu. Il y a peu de chances que vous soyez à votre poste par le résultat d'un hasard heureux. Vos compétences sont connues et reconnues, et c'est pour cela que vous êtes là. Il y a donc des éléments tangibles en votre faveur. Si vous avez toujours des clients, c'est bien parce qu'ils apprécient votre travail. Et même si vous allez ensemble dans une zone nouvelle, qui vous fait sortir de votre zone de confort, ils sont confiants que vous saurez trouver les ressources pour y parvenir. Que ce soit par votre patron ou vos clients, ils vous ont choisi pour une véritable valeur que vous avez démontrée auparavant, et ils sont confiants pour l'avenir. Un autre facteur déclenchant de ce syndrome, c'est le manque de clarté. Par exemple, on vous propose un nouveau poste avec assez peu de détails, ou bien juste des grandes généralités, c'est un peu flou. Du coup, le singe se met en marche et imagine le pire sur cette nouvelle fonction en termes de délivrables, d'exigences, etc. Vous ferez taire le singe en demandant des précisions, un descriptif précis qui vous permettra de précisément identifier les domaines où vous serez déjà dans votre zone d'expertise et de connaissance et les domaines sur lesquels vous aurez à vous former, ou bien à trouver des ressources pour compléter vos compétences. En découpant ainsi le sujet, vous calmez le singe. Un peu comme un projet qui nous paraît énorme et complexe jusqu'à ce qu'on le clarifie et on le découpe en petites tâches tout à fait réalisables. Autre tactique, imaginez que l'on propose ce nouveau job à un de vos collègues. Est-ce que vous ne seriez pas un peu jaloux? Ne souhaiteriez-vous pas secrètement qu'il vous soit confié? Si oui, eh bien ça tombe bien, on vient de vous le confier. Alors go, passez à l'action. Si vous attendez que la peur s'estompe pour passer à l'action, vous risquez de laisser passer bon nombre d'opportunités. L'écrivain américain Stephen Pressfield a écrit « L'amateur croit qu'il doit d'abord vaincre sa peur et ensuite faire son travail. Le professionnel sait que la peur ne peut être vaincue. » C'est la peur qui cause ce syndrome de l'imposteur. En tant que professionnel, vous savez que le meilleur moyen de la faire taire, c'est de passer à l'action. Une fois bien en mouvement, vous n'entendez plus votre petite voix, trop occupée à faire ce qu'il faut pour réussir. Comme nous en avons déjà discuté, sortir de la zone de confort nous fait progresser. Donc potentiellement à chaque pas vers l'inconnu, la petite voix s'enclenche. Si vous commencez à l'entendre, clouez le bec en vous disant que c'est le prix de votre progression et absolument pas le signe que vous n'êtes pas à la hauteur. Au contraire, c'est que vous êtes sur la bonne voie pour faire de grandes choses. Je parlais tout à l'heure de ce syndrome et des femmes. En effet, ce syndrome est particulièrement présent chez les femmes dirigeantes. On peut le détecter par des petites phrases. Ainsi, si votre patron vous félicite de votre bon travail et que vous répondez « Je n'y suis pour rien, c'est mon équipe qui a tout fait » ou bien « J'ai juste eu de la chance », il se pourrait bien que vous soyez vous aussi victime de ce syndrome. Les femmes ont tendance à douter de leur légitimité plus que les hommes, surtout en phase de changement, surtout en sortie de zone de confort. Mais pourquoi plus les femmes? Cela semble lié à un sentiment de culpabilité que peuvent développer certaines femmes en acceptant un nouveau challenge, sentiment nourri par l'éducation et par la force de l'image de ce que doit être une bonne mère, une bonne épouse et les clichés qui vont avec. Les femmes ont plus souvent peur qu'un nouveau challenge fragilise toute leur vie, professionnelle et personnelle, affecte la vie de la famille, l'éducation de leurs enfants. Et la peur s'installe de ne pas y arriver au travail, mais aussi à la maison. L'American Psychological Association a publié un article qui s'appelle « Feel like a fraud ». Il y a les liens dans les notes de ce podcast, qui mentionne l'étude des années 70 dans laquelle deux psychologues, Susan Imes et Pauline Rose Clance, ont identifié pour la première fois le syndrome de l'imposteur. Elles ont constaté que cela se produit chez les plus performantes qui sont capables d'intérioriser ou d'accepter leur succès. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur ont tendance à attribuer leur réalisation à la chance et vivent dans la peur constante d'être démasquées en tant que fraude. C'est une forme de doute de soi. Dans l'étude intitulée « Le phénomène des imposteurs chez les femmes les plus performantes, dynamiques et interventions thérapeutiques », là encore, lien vers cette étude dans l'article, les deux chercheurs dont j'ai parlé tout à l'heure ont identifié et décrit le syndrome de l'imposteur. Elles ont constaté que les femmes avaient tendance à attribuer leur succès à des causes extérieures telles que la chance, tandis que les hommes acceptent leur succès de leur propre capacité.
Les hommes ont tendance à être propriétaires de leur succès, alors que les femmes sont plus susceptibles de projeter la cause vers l'extérieur ou vers une qualité interne temporaire, par exemple, un travail dur pour obtenir le résultat attendu. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela touche aussi les hommes, et plutôt les hommes autodidactes qui ont réussi à la force du poignet. Il s'ensuit dans les deux cas une forte peur de l'échec, l'autodénigrement, des heures incalculables passées au bureau et un rejet des feedbacks positifs. Les perfectionnistes ont aussi une forte tendance à ressentir ce syndrome, ce qui les conduit dans une sorte de spirale infernale où ils passent plus d'heures au travail pour tenter d'atteindre la perfection tellement ils ont peur que quelqu'un les démasque, entre guillemets. Il s'ensuit qu'ils ont tendance à passer moins de temps avec leurs collègues, moins de temps à participer à des activités qui ne sont pas à 100% en rapport avec leur job. Et aussi une forte atteinte de l'efficacité. En effet, nous savons qu'en tentant de faire des choses parfaitement, cela développe une tendance à la procrastination et donc une perte de notre efficacité. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est nécessaire de travailler sur ses croyances personnelles, de faire le point sur ce qui a été accompli jusque-là dans sa carrière, et en reconnaissant et en acceptant nos succès, de se faire accompagner par un coach par exemple ou un mentor, et de travailler sur sa propre image en se rendant compte que l'on a tous de la valeur, indépendamment des actions faites, des échecs ou des succès. Je vous invite à lire un certain nombre d'articles que j'ai mis en lien dans les notes de cette émission, notamment un article récent de Capital, qui vous donnera un peu plus d'informations sur le syndrome de l'imposteur et comment y faire face. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode sur le syndrome de l'imposteur vous aura donné un éclairage sur ce que c'est et peut-être vous rendrez compte que vous aussi, parfois, vous subissez ce syndrome. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires sur la page Facebook. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!